16 juillet 2020. Salut, bienvenue à Angle mort aujourd'hui. Et je suis très excité parce que ça va être... c'est un épisode qui est vraiment, genre champ gauche total, mais pas tant que ça non plus. Et puis, c'est quelques trucs pour partir. Quelques trucs pour partir, avant que je rentre dans le vif du sujet. Étant donné que j'ai 3 podcasts, des fois c'est mêlant, mais des fois c'est très éclairant, tu sais. Puis là, toute la semaine, je vous disais, Caroline, je veux parler de toute l'affaire des dénonciations, puis de la fin de l'entonnoir de tout ça qui est le consentement. Tu sais, c'est carrément là, si tu veux, le nœud de tout. Puis là, moi, j'ai bien des affaires à dire là-dessus, puis blablabla, puis là, j'ai fait, coudonc, c'est mon sujet de mon Patreon. Ça fait que c'est mon Patreon de cette semaine. Mon sujet, ça va être tout ce que j'ai à dire sur les tenants et aboutissants du consentement, le pourquoi on en est là, etc. Ça va être juteux à mort. Puis je fais comme, vois-tu, c'est exactement pour ça que c'est un club privé. C'est pour les membres payants. C'est pour ceux qui sont vraiment intéressés au sujet des communications interpersonnelles. Puis, c'est-tu exactement ça, tu penses, de la communication interpersonnelle d'une personne à l'autre? Cette notion-là, tu sais, qui n'existe pas juste consentement, relation sexuelle, là. Consentement à tellement d'affaires, donc ça va être vraiment top. C'est que j'enregistre ça aujourd'hui, puis ça va être en ligne probablement demain matin. Patreon.com/Marc Boilard pour vous abonner. Aussi, hier, j'ai acheté 2 petits micros parce que j'ai rencontré une fille, Véronique, avec qui je vais faire dans 2 semaines. On a déjà fixé une date pour discussion avec un expert qu'on va tourner ensemble. Elle est la boss d'une petite clinique. Mais c'est pas une clinique, c'est une boîte de consultation qui s'appelle Medical Blossom, puis elle s'est développée une espèce d'expertise justement pour améliorer l'efficacité puis optimiser des cliniques dans le monde médical. C'est capoté, hein? Ça fait que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle m'a dit, elle dit, moi, j'ai acheté 2 petits micros lavaliers, tu sais, des micros-cravates, mais avec fil, 45$ les 2 Amazon Bing Bang. Ça fait que j'ai commandé ça hier. Ça fait que pour Angle mort, ça n'a pas rapport, mais pour mes autres, la qualité sonore va être une petite coche au-dessus. Ça fait que tu vois, pourquoi je vous parle de ça au final, c'est que c'est exactement ça quand je vous dis, pour partir un podcast, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Il y a une fille que je connais, là, avec qui j'ai étudié dans le temps. J'ai jasé 1 heure de temps il y a 2 jours sur Zoom. Parce que, justement, elle voulait partir un podcast. Il y en a plein, je sais, qui m'écoutent, puis qui font par quel bout on part ça, puis etc. Puis moi, je dis toujours la même affaire, c'est partez-le, puis réfléchissez après. Parce que, voyez-vous, moi, là, vous m'écoutez, les chiffres sont bons, tout bouge, tout avance, mais après ça, ça va se bonifier. Comme là, vois-tu, mes prochains enregistrements vidéo, donc discussion avec un expert, puis mon Patreon, déjà, la qualité de son va être une coche au-dessus. C'était correct. Tu sais, j'ai acheté une GoPro Max, la dernière, tout, c'était correct. Mais là, surtout quand je vais être en discussion avec quelqu'un, ça va être la petite coche au-dessus. Mais au lieu de faire, là, je vais acheter ça, pas ça, tel pat... Non, tu pars. Puis après ça, tu ajustes en cours de route. Ça fait que c'est juste pour ça que je vous dis ça, parce que ça prouve mon point que souvent, on brette pour absolument rien. On part le plus simple possible, on se mouille, puis après ça, justement, il y a toutes sortes de contacts de patentes, comme ça hier, qui font que, déclencheur. Oui, j'aurais pu l'acheter avant, ces petits micros. Je suis pas capable. Mais ça prend ça dans la vie aussi, des petits déclencheurs à droite à gauche. Donc, sujet extrêmement excitant aujourd'hui. Non, mais pour vrai. Pourquoi j'aime la lutte? Et ça vient de où? Ça vient de Chloé G, qui est une fidèle abonnée à Angle mort, qui m'écoute très, très régulièrement, presque chaque jour, elle me disait hier. Puis elle m'écrit à travers LinkedIn tout le temps. Puis on a des amis en commun, là, Guy Laforce et autres, blablabla. Je l'ai jamais rencontré, là, mais tu sais, nous sommes dans nos contacts depuis longtemps. Mais là, souvent, elle m'écrit, elle me donne des commentaires toutes, puis elle l'a au bout. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires sur lesquelles je la rejoins. Puis elle me dit, Marc, elle dit, j'aimerais ça, moi, aller voir un premier match de lutte. J'aimerais ça aller voir ça de la lutte. Tu sais, je commence par où, je vais voir quoi, telle affaire. Là, et elle me pose la question qui devient le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi toi, t'aimes ça, la lutte? Fascinant. J'ai jamais parlé de ça, et pourtant, ça m'habite à mort. D'abord, ce que j'ai répondu, c'est que moi, j'aime la lutte professionnelle, la lutte de la WWE. J'ai aucun intérêt pour les luttes de sol, puis les patentes à Limoilou, puis tout ça. J'ai aucun, zéro. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les pros. Puis d'ailleurs, j'ai aucun intérêt pour les remparts. C'est les Canadiens qui m'intéressent. Dans la vie, tout ce qui est en dessous des ligues majeures, de tout,
j'ai pas d'intérêt pour ça. Ça fait qu'il faut pas mêler l'intérêt pour la lutte avec l'intérêt pour la lutte d'une organisation qui est au top. C'est à quelque part différent. Donc, je suis pas un puriste. Je suis pas le genre, là, tu sais, genre, moi, j'aime la lutte, puis là... Non. J'aime le show de la lutte. Alors, ça a commencé quand j'étais très jeune. Tout le monde de mon âge se souvient, le classique, on disait « Ah oui, mon grand-père écoutait ça chaque dimanche. » Tout le monde dit ça. Parce que ça date de très, très loin. Là. Après les débuts de la télé, dans les années 50, rapidement, il y a eu de la lutte professionnelle qui était locale. Ça s'appelait la lutte Grand Prix. Même avant ça, ça s'appelait Sur le matelas. Ça fait que j'ai une crime de mémoire de tout ça, c'est malade. Puis, il y a une bonne partie de ça, à un moment donné, qui venait d'un aréna à Sherbrooke. C'était diffusé à travers le Québec, mais à la télé, c'était à Sherbrooke. Puis pendant ce temps-là, au Colisée de Québec, tu avais de la lutte qui marchait régulièrement, puis au Centre Paul Sauvé, puis à l'aréna Maurice Richard, il y avait... Moi, je suis jamais allé parce que j'étais à Québec à ce moment-là. Là, c'était comme quand j'avais 15 ans ou autre. Puis, je veux dire, là, on parle là, d'événements qui remplissaient des gros arénas avec pas de télé, là. Avec pas de télé. Il y avait la télévision, c'était pas la promotion qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait que c'était fort en tabarouette. Là. Ça, c'était les années là, de Mad Dog Vachon, Johnny Rougeau, Sailor White, Gilles de Fiche-Poisson, bla, bla, bla. Et là, moi, j'écoutais ça déjà, tu sais, mais je sais pas exactement c'était quoi les raisons qui faisaient que j'écoutais ça, mais je pense que quand t'es un kid, tu sais, c'est des personnages, hein, ils sont tous gros, puis là, ils s'engueulent, puis t'as la face, c'est qu'il y a quelque chose qui est très petit gars, d'ailleurs, là. Il y a pas tant de filles que je connais qui tripaient à la lutte, mais encore aujourd'hui, mais bref. Puis, avec Michel Gagné, que je vous parle des fois, mon chum qui est aux États-Unis, qui travaille dans le cinéma, on écoutait ça, puis on faisait des parodies, c'est-à-dire qu'on coupait le son, on filmait avec une grosse caméra VHS la télé, puis là, on faisait des commentaires à la place des commentateurs, tu sais. Déjà, on déconnait là-dessus, là, tu sais. Puis, j'ai continué à aimer ça tout le temps, puis tout à coup est arrivée la WWF. Alors, avec Édouard Carpentier comme commentateur et Guy Auré, qui était son commentateur, son analyste, là, appelons-le. Et Guy Auré était un Français, c'était deux Français. Puis lui, ce qu'on apprenait, c'est qu'il était le promoteur de la lutte. Donc, il avait fait un deal avec McMahon ou son organisation pour diffuser à TVA la lutte. Donc, on avait effectivement les dimanches matins, si je me souviens bien. Puis tout ça était une stratégie de marketing pour permettre d'amener des matchs de lutte avec les vedettes qui étaient en train de devenir des grosses vedettes. Alors, je ne vous passerai pas à travers l'histoire de la lutte. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même lu là-dessus toute l'histoire de Vince McMahon Senior qui a vendu à son gars, Vince McMahon, qui est encore aujourd'hui le chairman, puis qui est très connu par les fans de lutte parce que c'est lui-même un personnage. C'est ça qui est hallucinant. Il y a beaucoup de monde qui sont des lutteurs, qui sont les vrais gars qui travaillent dans le bureau, là. Triple H est le chef exécutif maintenant de la WWE, puis Vince McMahon, c'est son beau-père. Il a marié la fille de Vince McMahon, qui, elle, est la fille du brand. C'est la brand manager. Donc, tout ce qui s'appelle la marque, c'est Stephanie McMahon, tu sais. Ça fait que c'est capoté, ils font des vrais combats de lutte, t'sais. C'est des grosses vedettes de lutte, puis après ça, ils font du 9 à 5, en tout cas. Je sais pas c'est quoi leur horaire, mais bref. Ça fait que moi, je suis ça tout le temps. Puis là, quand je vois arriver Hulk Hogan, comprends-tu, qui a été une révolution complète, ce qu'il faut que vous sachiez qui a été le tipping point de la lutte, qui est passé d'une lutte de sous-sol, puis de coups de chaise, puis de sang dans le front, à une lutte très, très spectacle, avec l'éclairage, la musique, etc., c'est l'arrivée d'Hulk Hogan qui a fait pair avec Vince McMahon. C'est-à-dire que Vince McMahon, lui, avait une vision différente de son père, qui était moins brute, si tu veux, puis qui était plus entertainment. Puis il s'est dit, le gars qui porte ça, qui avait à l'époque début 30 ans, c'est Hulk Hogan, qui était grand, qui était spectaculaire, qui a de l'air un peu d'un G.I. Joe ou Ken, c'est stéroïde. Puis il dit, ce gars-là a la vibe. C'est plus genre le gros méchant quétaine qui sort du fond des bois, puis qui c'est plus ça, là. Ça va être vraiment quelqu'un qui donne un show juste quand il parle, puis quand il fait ses promotions, puis il rentre il bonifie énormément l'histoire, le conflit entre les lutteurs, etc., blablabla, mais surtout, il amène ça à la TV, puis il amène ça à la TV à travers les États-Unis. Donc, nous autres, on reçoit ça, commenté en français,
Et là, je commence vraiment à pogner de quoi. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que ça me fascine? Très honnêtement, les combats, là, c'est très, très accessoire dans mon goût pour la lutte. En passant, ça fait très longtemps que j'en ai écouté. D'autant plus que de ce temps-là, ils ont l'émission habituelle qui joue depuis des dizaines, pas des dizaines, mais depuis plusieurs années, qui s'appelle Raw, le lundi soir à 9h, qui est en direct pendant 3 heures maintenant. 3 heures en direct, faut-tu le faire, chaque semaine. Puis là, ben, ils sont pas dans les arénas, ils n'ont pas le droit. Ça fait qu'ils sont comme en circuit fermé, avec d'autres lutteurs en arrière d'une vitre à terre, blablabla. Ce setup-là, moi, il me plaît pas du tout, parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans la lutte. Donc, c'est pas les combats, c'est beaucoup les personnages et les histoires, donc la scénarisation de ça. Mais ce qui me fascine depuis le jour 1, c'est le marketing. C'est tout cet amalgame-là, puis c'est tout ce montage-là qui a été créé entre... On fait des émissions régulières chaque lundi et chaque jeudi, SmackDown et Raw. Je crois que SmackDown, c'est encore là. Non, SmackDown, c'est le vendredi maintenant, puis c'est en direct aussi, je crois. Donc, ils ont 2 émissions tellement qu'ils sont capables d'avoir... Ils ont les lutteurs puis ils ont le monopole, ça fait qu'ils sont capables de livrer des combats, des histoires, donc du contenu. On fait ce qu'on veut. C'est du contenu, là, original. Tout ça amène tout le temps à des histoires un peu plus costaudes qui sont des pay-per-view. Il y en a autour de 10. Donc, longtemps, les pay-per-view de lutte étaient les pay-per-view les plus achetés. Je pense que le UFC les a torchés maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment ce qui déclenchait le plus de ventes. Puis, tout ça permet aussi, en plus, à cause que c'est la télé, l'impact de la télé étant ce qu'on connaît, de faire des spectacles dans les grands amphithéâtres un peu partout. Donc, il se fait des shows de lutte tout le temps, quasiment tous les soirs. Il y a plusieurs spectacles de lutte à travers les États-Unis puis le Canada. Et puis, les lutteurs travaillent en tabarouette. Ça a l'air que Bret Hart a déjà fait 52 matchs dans 52 villes en 54 soirs. Ça fait que pensez à ça, là, pendant 2 mois, tu fais un match, tu t'en vas, tu manges une croûte au restaurant, tu vas à l'hôtel, le lendemain matin, tu reprends l'avion, tu pars, tu t'en vas au gym, tu soupes, puis tu recommences. 52 fois en 54 jours. C'est Chris Nyland, un ancien joueur des Canadiens, qui est ben chum avec Bret Hart, qui avait raconté ça. Ça fait que moi, c'est ça le point qui me fait triper, tu comprends? C'est vraiment à quel point ils ont fait une organisation extraordinaire, puis à quel point, des fois, les scénarios, ils sont vraiment bons, là, tu sais. Puis moi, je vais sur YouTube. Tous les soirs, je suis sur YouTube avant de me coucher. J'étais avec ma tablette, puis c'est YouTube à côté. Puis je regarde de tout. J'écoute, avant de me coucher, j'écoute des conférences de Michel Onfray, puis j'écoute des vidéos de Kiss, puis d'anciens extraits d'événements de lutte. Ça m'a dit de quoi, là? Essaye pas de me suivre, là, moi-même, c'est difficile, mais... Puis je regarde des moments, là, comme exemple, quand Kevin Owen, un Québécois, qui est rendu une grosse vedette de lutte, quand il a gagné son premier titre, puis que c'était Triple H qui a comme fait une espèce d'une trahison envers un lutteur qu'on pensait qu'il allait aider, mais à la place, il l'a cogné à terre, puis ça a comme mis la table. Kevin Owen a juste eu besoin de tomber dessus. Le gars était déjà assommé. Tu sais, c'est des affaires... Puis c'est l'effet de la foule, moi, qui me fait triper. L'effet de la foule, vous n'avez aucune idée qu'est-ce que ça a sur moi, l'effet d'une foule. Je regarde souvent le match en 84, je pense que c'est 6 janvier 84, où Hulk Hogan a gagné pour la première fois sa ceinture, où ça a commencé, ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire la nouvelle génération de lutte avec Vince McMahon, porté par Hulk Hogan comme champion, contre le Iron Sheik. Puis c'est un match qui dure 5 minutes 40 secondes. C'est court. Puis la réaction de la foule... Écoute, c'est au Madison Square Garden, là, c'est plein à craquer. C'est l'équivalent d'une Coupe Stanley, je vous le jure. Moi, je veux dire, j'aurais rêvé. Là, ceux qui étaient là ce soir-là, ils ont vécu de quoi? Puis on s'en fout si t'aimes la lutte ou pas, honnêtement. Rendu là, c'est l'effet de la foule, moi, qui me transporte. Je pense que quand t'es un vrai entertainer, de n'importe quelle nature... Parce que j'ai toujours dit que les artistes se divisent en 2 sortes. Il y a un sous-texte à chaque artiste / chaque entertainer, parce qu'encore là, comme je vous dis, il n'est pas artiste qui veut, là. Mais appelons ça entertainer. C'est-à-dire que ta job, c'est de parler ou de faire quelque chose pour créer un effet auprès d'un public. OK? On met ça super large. Il y a un sous-texte à ça. La plupart des artistes ou entertainers, dans leur sous-texte, c'est « Est-ce que vous m'aimez? Aimez-vous ce que je fais, donc m'aimez-vous? » Mais il y a une petite frange qui s'occupe pas de ça, puis qui fait juste dire « Avez-vous trippé? » Ça se peut que pour que vous trippiez, vous maïssez. C'est exactement ma démarche quand j'étais à Testostérone.
Moi, j'ai toujours dit, j'avais pas une démarche d'artiste, j'avais une démarche de lutteur. C'était exactement ça. C'est que je me suis dit, moi, sur le show, on est 4, puis je vais être le méchant. Je vais être celui qui... Puis jouer un méchant, vous avez aucun... Personne n'a jamais fait ça. Ni avant, ni depuis, là. Des méchants, c'est parce que dans les téléromans, il y a des méchants, mais c'est des personnages. Moi, le monde disait tout le temps, il est-tu de même dans la vraie vie? Parce que j'avais pas de perruque, puis je m'appelais Marc Boilard. Puis j'étais super prétentieux. C'était de la lutte, mais le fun. Vous avez aucune idée. Hey, parenthèse, à un moment donné, quand on était à l'an 2 au Métropolis, la convention qui avait commencé à circuler, c'était que quand on présentait les 4 gars au début, c'était Archie, qui était notre animateur de foule. Quand Archie, avant qu'on se mette à tourner, disait « Hey, maintenant, on va vous présenter les 4 gars de Testostérone. » Il y a François Massicotte, Jean-Michel Dufault, Mike Ward, puis Marc Boilard. Puis à moi, ça huait. Tout le monde, ouais, ça applaudissait. Puis à moi, c'était chaud. Puis là, Archie était venu me voir en disant « Hey, veux-tu que je leur dise? » J'ai fait « Non, c'est extraordinaire. Ils ont tout compris. On est à la lutte. On est qui va voir un enregistrement TV de quelque nature que ce soit puis qui se met à huer des vedettes sur le show? C'est extraordinaire. Donc, moi, c'était ça ma dynamique, tu sais. Puis ça vient donc de la lutte. Pourquoi? Parce que mon sous-texte, moi, c'est pas « aimez-moi ». J'en ai rien à foutre. Le sous-texte, c'est est-ce qu'il s'est passé de quoi? Êtes-vous fâché? Avez-vous ri? Tripez-vous? Allez-vous en parler après? T'sais, c'était ça. Ma démarche, c'était ça. C'est qu'après ça, avec le temps, tu te peaufines, tu diminues un bout de ça, mais par contre, tu parles à plus large parce que tu dis, bon, on va arrêter de faire par exprès pour faire fâcher le monde. Mais là, je te parle il y a 20 ans de ça. Ça fait longtemps que je suis passé à autre chose, mais c'était le fun. C'est ça que je veux dire. Mais ce fun-là, il vient du fait à quel point je suis interpellé par une réaction de foule. Moi, je peux pleurer là, quand je vois... Pleurer, là, pour vrai, là, des larmes, quand je vois du monde capoter à cause d'une finale de Kiss ou justement une victoire incroyable. Aussitôt que je vois une foule de fans ultra enthousiastes qui embarquent, puis quand tu travailles dans ce domaine-là, puis quand, comme moi, tu as fait devant et derrière de la caméra, moi, j'ai produit des shows. Je sais à quel point c'est difficile de faire sortir du monde. C'est l'enfer, comment c'est compliqué. Tu sais, ça demande... Tu peux pas y arriver tout seul, justement, là. Tu sais, ça prend tout. Je regarde, là, Morancy, François, là, je suis tombé sur sa page Facebook hier. Puis, tu sais, écoute, il est rendu à 111 000 fans. Ça a explosé depuis qu'il fait discussion avec mes parents. Mais François, il a toujours eu une belle carrière, mais il n'a pas tout le temps été comme hot. Puis là, je vois que les chiffres, c'est autre chose, là. Ça fait que discussion avec mes parents, il me le disait lui-même. Il dit la mère et le kid de 7-8 ans, les deux me disent qu'ils trippent sur discussion avec mes parents. Ça marche, là. Mais tu vois, c'est la TV. Ça fait que il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que c'est difficile de faire en sorte que tu deviennes une grosse vedette puis tu fais tripper plein de monde. Ça se calcule pas. À un moment donné, tu comprends ta propre recette. La lutte, ils ont compris leur recette. Ça va au-delà des bons et des méchants. Ça prend des histoires. Un fan de lutte, c'est tellement exigeant. Moi, je suis pas un vrai fan de lutte, comme je vous dis, là. Mais les vrais fans de lutte, là, tu peux les décevoir à rien à partir du moment où tu trouves que le combat est trop classique ou que l'histoire, on l'a vu venir. Moi, je me souviens encore un WrestleMania où Brock Lesnar a battu Undertaker, qui avait jamais été battu pendant genre 21 WrestleMania de suite. Puis c'est arrivé de façon super bâtard. Puis là, tout le monde était bouche bée. Moi, le premier, on faisait comme... Ben non, il peut... Tu sais, c'était comme écrit dans le ciel que ça va être un bon combat, mais il va gagner. Puis là, tout à coup, il perd. Ça fait que c'est ça. Les effets sur la foule, moi, ils me font capoter. Quand en termes d'entertainment, je vous parle pas d'une foule assoiffée de sang qui veut voir des meurtres ou... on se comprend, là. Je veux pas... dans le domaine de l'entertainment, mais c'est bien que je le spécifie parce que je suis pas un tripeux de... C'est pas, la foule s'en va vers là, j'y vais pas en tout. En termes, tu sais, de pensée, de réflexion, ou en termes politiques, je suis pas là. Je suis pas un suiveux de tout ça, zéro. Mais en termes d'entertainment, ça m'émeut énormément. Ça. La vraie question que Chloé me demande, qu'est-ce qui fait que tu tripes? Et elle est là mon explication. C'est-à-dire que c'est une espèce d'amour c'est une passion pour l'entertainment à la fois intellectuel et émotif, si tu veux. Fait que moi, je suis quelqu'un qui aime faire rire, qui essaye le plus possible d'être drôle. Dans Angle Mort, c'est pas vrai, là.
mais dans plein d'autres activités. Puis, je pense qu'il y a aussi de l'entertainment intellectuel qui est possible. Moi, je considère qu'Angle mort, il y a un bout, c'est de l'entertainment, mais intellectuel. C'est-à-dire que c'est fait pour être tout sauf sous un ton d'intello, comprends-tu? Des fois, c'est des réflexions que je trouve qui sont tout à fait valables. J'essaie de toujours être original. C'est sûr que ça part d'une démarche intellectuelle. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais j'essaie tout le temps d'être coloré quand je vous parle. J'essaie tout le temps que ça soit, qu'on ne soit pas, là, vous, alors là, vous savez. Tu sais, je suis pas là, ça me tente pas. Ça veut pas dire que je parle mal. Ça veut dire que j'essaie qu'il y ait une couleur tout le temps. Bon, ben, ça, c'est être un entertainer. C'est pas être un prof d'université, tu comprends? Je suis pas dans cette démarche-là, puis c'est pas mon thème. Ça fait que voilà. Fait que tout ça, tout ça, là, c'est pour ça que la question a l'air banale, le titre du podcast, pourquoi est-ce que j'aime la lutte professionnelle? Pourquoi? Tu fais comme moi, puis... Mais non, ça en dit plus long qu'on pense sur moi, puis nos passions dans la vie, puis les choses qui nous branchent, ça en dit long sur qui on est profondément, parce que ça vient avec un rapport à autrui. Puis moi, comme je vous dis, à partir du moment où je trouve que les gens ont vécu quelque chose, puis quand je dis quelque chose fâché ou autre, vous comprenez, là, c'est pas genre, je te donne une claque sur la gueule, puis t'as-tu vécu quelque chose? mais à partir du moment... Tu sais, comme moi, fâcher quelqu'un, ça fait pas partie des choses que je trouve qui est grave. Avec une idée, là, avec un propos, avec un... Non. Ça fait partie de la vie. Comme j'ai toujours dit, la Charte canadienne des droits protège pas les émotions. Être fâché, c'est la vie. Ça fait que moi, d'avoir une discussion musclée où quelqu'un s'emporte, oui. Mon but, c'est pas de faire en sorte que tu sois le plus protégé possible par mes propos. Non. C'est pour ça que je dis tout le temps, quand deux associés sont toujours d'accord, il y en a un de trop. Ça fait qu'il y a un bout, par contre, ça peut être aussi fait de façon à ce que, après ça, tu récupères, tu t'en vas ailleurs. Tu sais, une bonne chicane, des fois, ça amène tout à coup à dire des affaires, puis là, il y a une bulle de pété, puis on s'en va vers du mieux, tu sais. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de vous parler de ça, parce que... parce que personne ne comprend pourquoi quelqu'un aime... Tu sais, je veux dire, ceux qui ne sont pas gamers, on en parlait hier... merci à Jason, d'ailleurs, qui m'a écrit un super long email qui m'expliquait toutes les sortes de gamers puis qui m'a dit ça te tente que je t'initie à ça. Honnêtement, actuellement, j'ai pas la tête à devenir un gamer, mais je trouve que c'est excellent que Jason m'ait écrit pour ça. Puis merci encore à Chloé pour la suggestion de sujet, que comme vous voyez, ça me transporte pas mal. Mais c'est ça. T'sais, quand on n'est pas un fan de quelque chose, on a tendance même à mépriser le fandom ou le fanship d'autre chose. Parce qu'on se dit, c'est cave. Ben oui, c'est sûr que c'est cave si tu vois juste des gars qui se battent, puis blablabla. Mais à un moment donné, tu comprends qu'en dessous, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Tout le monde, là, un enfant qui joue à un jeu vidéo, il y a quelque chose qui vient le chercher. Un adulte, c'est autre chose qui vient le chercher. Le tripeux de musique, l'autre qui plante des fleurs, n'importe quoi. Ça a beau être plus calme ou d'autres plus extériorisés dans ce qu'on aime vraiment, qui nous fait triper, là, qui sont nos genres de hobbies, puis certains ont la chance d'en faire des carrières. Bien, c'est tout le temps plus creux qu'on pense, l'effet que ça a sur nous autres, parce que ça nous dévoile une coche de plus, là, tu sais. Ça fait que, c'est ça. Moi, c'est l'effet foule. Moi, une foule qui trippe, ça me fait tripper, même si c'est pas à cause de moi. Mais dans certains... Tu sais, un autre exemple, je peux vous donner, un des plus grands moments dans ma carrière, c'était le premier gala Juste pour rire qu'Anthony Cavana avait fait quand j'ai commencé à être son gérant. Puis il y a eu un standing ovation instantané. Toute ma famille était dans la salle. Puis on s'est sauté dans les bras après, puis c'était comme le délire. Puis ça, vois-tu, c'était pas moi, là. Je savais même pas que j'allais être appelé à moi-même aller devant du monde, etc., tu sais. Puis je me souviens de ça comme un de mes grands moments. C'est que pourquoi? Encore une fois, c'est qu'il y avait une espèce de... Tu vois une foule de gens qui vivent un moment, là. C'est ça l'affaire. Ça fait que bonne journée, à demain.